Merci. Donc je me présente. Alors merci d'être là déjà ce soir. Il y a beaucoup plus de monde que dans ma chambre. C'est déjà un petit peu fou. Donc j'avais envie de vous faire un retour d'expérience sur Tailwind. Donc déjà je me présente, je m'appelle Jonathan Levaillant. Je suis développeur front-end chez Jolicon et j'adore le CSS. J'en fais depuis un peu plus de 15 ans et c'est un langage vraiment que j'adore. Et pour la petite anecdote, à l'époque, donc il y a 15 ans, les frameworks CSS n'existaient pas du tout. Donc il n'y avait pas de Bootstrap, typiquement. C'est apparu quelques années après. Et ça va me permettre un petit peu de faire un état des lieux déjà des frameworks CSS, voir un petit peu l'évolution et les méthodologies. Et dans une seconde partie, je vais vraiment m'attarder un petit peu sur Tailwind, que je teste, que j'utilise depuis plus de 2 ans. Donc plus spécifiquement sur Tailwind. Donc je vous propose de commencer par parler des frameworks CSS. Alors déjà, on va définir ce qu'est un framework CSS. Donc un framework CSS, c'est une bibliothèque CSS qui va fournir un ensemble d'outils prêts à l'emploi, facilitant la conception d'interfaces web. Donc pour les outils CSS, alors je vais plutôt m'intéresser aux outils CSS après. Il y a plein d'autres outils, typiquement des bibliothèques d'icônes, des libjs pour faire des modales, etc., etc. Mais là, en l'occurrence, je vais m'attarder sur la partie CSS. Donc, habituellement, on va trouver à peu près 4 composants, 4 feuilles de style qu'on retrouve très souvent. Donc, d'abord, des feuilles de style de réinitialisation et d'harmonisation. Alors, vous les connaissez peut-être, ce sont les fameux reset CSS et normalize. Ça existe déjà depuis pas mal d'années. Donc, en fait, le but, ça va être tout simplement d'harmoniser l'ensemble des styles propres aux balises HTML par défaut pour une compatibilité cross-browser. Donc voilà, c'est vraiment l'intérêt. Quelque chose qu'on va retrouver très souvent dans les frameworks CSS, ça va être un système de grilles. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les grilles, en fait, on va retrouver ça en design, généralement en design, et côté intégration en code. Donc en fait, ça va permettre de structurer du contenu, tout simplement. Donc à l'aide de colonnes, en général on en a une douzaine, et des gouttières. Donc les gouttières, c'est vraiment l'espacement entre chaque colonne. Ce sont des marges en réalité. Donc on va agencer le contenu à l'intérieur. Pour les 2 derniers points, ça va être un petit peu spécifique à certains frameworks. On verra, j'en parlerai justement par la suite. Mais on va trouver majoritairement des composants d'interface. Donc les composants d'interface, en réalité, ce sont des widgets qui sont... Donc, on peut trouver par exemple des petits composants comme des liens, des boutons, des composants un peu plus complexes comme des modales, des accordéons, ce genre de choses. Et habituellement, ils vont être créés avec des classes dites sémantiques. Pareil, j'en parlerai un petit peu après. Et enfin, on va trouver des classes utilitaires. Alors une classe utilitaire, c'est une classe fonctionnelle. Alors tout simplement, c'est une classe qu'on va pouvoir réutiliser un petit peu partout dans un projet on verra aussi juste après. Donc maintenant qu'on a défini les frameworks de manière globale, il faut comprendre qu'actuellement, on a à peu près 2 types de frameworks sur le marché. On a les frameworks d'abord dits sémantiques. Alors il y a d'autres noms, des fois on va trouver le terme les frameworks d'interface. Et on va trouver des frameworks atomiques. Donc les frameworks atomiques, pareil, des fois on va avoir le terme de framework utilitaire, ou en anglais, utility first. On trouve très souvent ce terme-là. Et je vous propose de commencer par les frameworks sémantiques. Alors parce qu'ils sont un peu historiques et c'est globalement les frameworks les plus utilisés actuellement. Alors déjà, un framework sémantique, ça va se baser sur une approche sémantique. Bon, jusque-là, tout va bien. Alors qu'est-ce qu'une approche sémantique? C'est une approche par composant d'interface. Donc je vous ai fait un petit exemple. Il faut imaginer que les frameworks sémantiques vont nous apporter plein de composants préfabriqués. Donc là, typiquement, on va trouver des cards, des boutons, primaires, secondaires, etc. Et le but pour les développeurs, ça sera de les assembler dans une grille, par exemple, pour former des interfaces web cohérentes. C'est vraiment le principe de base. Donc les frameworks sémantiques vont avoir plusieurs avantages. On l'a vu un petit peu intuitivement avec l'exemple juste avant. Globalement, ils sont plutôt accessibles au plus grand monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, par défaut, ils vont embarquer des composants. Donc les développeurs ne vont pas avoir besoin finalement de recréer from scratch l'ensemble
enfin l'ensemble des composants, ils seront déjà tout faits. Donc ça, fait partie des avantages. Et ils vont également permettre de concevoir finalement des interfaces web robustes sans avoir trop de connaissances en design. Typiquement, sur les frameworks classiques, on va avoir plein de composants qui vont avoir à peu près le même design, le même fond, les mêmes espacements. Donc pareil, ça peut faire partie des avantages. C'est plutôt simple d'emploi. Par contre, en contrepartie, on va avoir quand même quelques inconvénients. Donc on a dit juste avant que les frameworks sont accessibles parce qu'ils embarquent des composants préfabriqués, sauf qu'en contrepartie, la personnalisation va être globalement un petit peu plus délicate. Pour la majorité de ces frameworks-là, on va pouvoir modifier un petit peu les composants de base en modifiant par exemple la couleur de fond, la typographie, certains espacements, les marges internes, etc., etc. Mais on va être vite limité. On va être confronté tout de suite à des petits soucis si vraiment on a des design systems assez complexes. Et pour le point 2, alors ça reste un petit peu moins vrai aujourd'hui, mais pareil, généralement les frameworks sémantiques, le CSS va être assez volumineux. Pourquoi? La raison est toute simple. Parce que par défaut, les frameworks sémantiques vont embarquer plein de composants d'interface pour répondre à un maximum de cas d'utilisation, justement. Après, il y a plein d'autres solutions pour nettoyer un petit peu le CSS lors de la compilation des assets, mais il faut quand même prendre en considération ce point-là. Donc maintenant qu'on a parlé des avantages et des inconvénients, on va parler du framework sémantique le plus connu et le plus utilisé actuellement au monde, c'est Bootstrap. Je pense que vous le connaissez. Et autour de Bootstrap va graviter plein d'autres frameworks. Donc vraiment, il y en a une panoplie, là j'en ai mis 6. Donc on va trouver du Bulma, du Pure CSS, du Foundation par exemple, qui a été créé à peu près au même moment que Bootstrap, du Semantic UI, Materialize, etc., etc. Mais il faut vraiment comprendre que tous ces frameworks vont se baser sur une approche par composant, comme Bootstrap. Donc je voulais mettre quand même quelques chiffres en ce qui concerne Bootstrap. Donc il a été créé par 2 anciens développeurs de chez Twitter, Mark Otto et Jacob Thornton, et il a été créé en 2011. Donc 2011, ça fait déjà 12 ans, si je compte bien. Donc pour un framework CSS, il a été créé il y a quand même pas mal de temps. Et on en est actuellement à la version majeure 5.3.2. Et le chiffre le plus intéressant, c'est le nombre de likes, enfin selon moi, c'est le nombre de likes sur GitHub. On est actuellement à 166 000. Donc c'est quand même énorme, il y a une très très grosse communauté. Et quoi qu'on en dise, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Bootstrap, actuellement, ça reste le framework le plus utilisé et le plus connu. Voilà. Donc, pour résumer, pour les frameworks sémantiques, dits sémantiques, en gros, pour moi, ils ont 2 points, 2 aspects fondamentaux. Le premier, ils se veulent accessibles au plus grand monde, c'est-à-dire même des développeurs juniors peuvent concrètement utiliser Bootstrap sans avoir besoin d'avoir trop de connaissances en CSS. Et ils sont idéaux pour des interfaces web basiques. On peut dire idéal, idéaux, les 2 marchent. Et donc voilà pour les frameworks sémantiques. Maintenant, on va parler des frameworks atomiques. Donc les frameworks atomiques vont se baser sur une approche atomique. Pareil, pour l'instant ça va, donc utility first. Qu'est-ce qu'une approche atomique? C'est une approche par classe utilitaire. Qu'est-ce qu'une classe utilitaire? En fait, c'est une classe fonctionnelle qui va remplir une seule et unique fonction, tout simplement. Alors, un petit exemple. Faut imaginer, une fois de plus, les frameworks atomiques vont embarquer plein de classes utilitaires, par défaut. Donc là, on en voit plein. Vous en connaissez peut-être intuitivement le wfull. Par exemple, ça va correspondre à la déclaration à with 100%. On en a plein dans ce cas-là. Et le but pour les développeurs, ça va être de piocher des petites classes utilitaires pour, cette fois-ci, créer des composants d'interface. Donc vous voyez un petit peu la subtilité par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait vraiment, par exemple, là, c'est un composant card qui était préfabriqué. Là, cette fois-ci, avec l'approche atomique, les développeurs vont devoir composer eux-mêmes avec des classes utilitaires pour créer des composants, justement. Oups, j'ai spoil. Donc pour l'instant, je ne vais pas trop parler de la syntaxe. On en pense ce qu'on veut. J'ai mon petit avis là-dessus. J'ai un autre exemple. Donc cette fois-ci, on va prendre un peu plus de classes utilitaires pour former un composant que vous connaissez tous, un bouton, typiquement. Et là, on se rend compte qu'on commence déjà à avoir pas mal de classes utilitaires. Alors, ça reste à peu près lisible, et encore. Mais pareil, pour l'instant, j'ai pas trop d'avis là-dessus. On verra un petit peu après.
Alors, les frameworks atomiques ont plusieurs avantages. Ils vont globalement répondre aux inconvénients des frameworks sémantiques, c'est plutôt bien fait. Donc pour le premier point, la création et la personnalisation des composants d'interface, en théorie, ça reste 100% libre. Parce que pourquoi? Tout simplement parce que les composants atomiques, les frameworks atomiques, pardon, n'embarquent pas de composants d'interface. Donc on peut faire ce qu'on veut, en théorie. Pour le deuxième point, pareil, ça va dépendre un petit peu, mais généralement, le code CSS généré sera stable, c'est le plus important, sera stable tout au long du projet. La raison est pareil, assez simple, si on voit un peu les deux exemples d'avant. Par défaut, les frameworks atomiques vont embarquer plein de classes utilitaires, mais en fait, les développeurs vont juste s'amuser à en piocher quelques-unes pour former des composants. Et donc, la base, on va dire, elle est assez fixe. C'est-à-dire que les classes utilitaires vont rarement évoluer. Donc, on peut dire que globalement, c'est un peu plus léger par rapport aux frameworks sémantiques. Et enfin, un troisième point. Donc moi, ça me concerne un peu moins, mais je sais qu'il y a beaucoup de développeurs front qui n'aiment pas nommer leur classe pour telle ou telle raison. Et là, en l'occurrence, les classes sont fournies par défaut via les classes utilitaires, donc on n'a plus besoin véritablement de les nommer. Donc ça peut être un avantage. Et par contre, moi, j'ai quand même beaucoup d'inconvénients vis-à-vis des frameworks atomiques. Donc le premier, qui est un petit peu en miroir par rapport au point 1, c'est que les composants d'interface doivent être construits de toutes pièces. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, selon moi, les frameworks atomiques s'adressent davantage à des experts en CSS. Donc je vais donner un exemple tout bête. J'ai mon copain backend qui veut utiliser Tailwind, j'ai un peu spoil, qui veut utiliser un framework atomique, et je vais lui donner 3 classes utilitaires. Un point grid, un point flex, un point justify between, par exemple. Mon copain backend, il va être très content avec ses classes utilitaires. Il ne va pas connaître forcément les specs de grid layout, ni de flex. Donc il ne va rien pouvoir en faire. Donc là, le point important pour moi, c'est que vraiment pour les frameworks atomiques, contrairement aux documentations qu'on peut trouver, parce que généralement, ils nous vendent un peu les frameworks atomiques comme vous n'avez plus besoin de faire de CSS, c'est hyper simple, donnez ça à des backends, il n'y a aucun problème. En réalité, il faut connaître toutes les propriétés CSS correspondant aux classes utilitaires. Et ça, c'est hyper important. Un point aussi très important, on a vu, on n'a plus besoin de faire de CSS, trop bien. Par contre, on va déporter au final la logique vers le HTML. Donc le HTML sera beaucoup plus alourdi. On l'a vu un petit peu avec l'exemple du bouton. Et de manière un peu plus subjective, alors selon moi, c'est un peu moins lisible. Bon, je me suis un peu spoil, mais quand on se retrouve avec plein de composants, avec plein de classes utilitaires, les unes à côté des autres, niveau maintenabilité et lisibilité, c'est un peu complexe quand même. Et un dernier point que je trouve aussi assez important, alors personnellement, je travaille sur des projets de type Symfony, donc je ne vais pas parler des projets en mode React, Vue.js et compagnie, mais sur les projets Symfony, on aura plutôt tendance, alors ça dépend aussi des projets, mais à faire des copier-coller de petits composants, et très rapidement, on peut se retrouver avec des pages avec des boutons copier-coller 50 fois, avec plein de classes, et si un développeur intervient sur le projet un mois plus tard, il y a de fortes chances que certaines classes sautent ou certaines classes évoluent un peu sans impacter les autres. Donc on peut vite se retrouver avec des petits problèmes, des petites cohérences graphiques d'une page à l'autre, contrairement au framework sémantique où la logique est à un seul endroit. Donc maintenant qu'on a parlé des avantages et des inconvénients, on va enfin parler un peu de Tailwind CSS. Donc en effet, c'est le framework le plus représentatif actuellement des frameworks atomiques. Et pour le coup, contrairement à Bootstrap, il a quasiment le monopole. Quand je dis quasiment, c'est vraiment les stats sont énormes par rapport à tous les autres frameworks atomiques, et il n'y en a pas beaucoup. J'en ai listé 3. En gros, il y a Takens tout en haut à gauche et Uno CSS tout en bas à droite, qui sont un petit peu utilisés. Mais, et je voulais aussi rajouter, alors pour la petite anecdote, tout en haut à droite, on a Atomizer. Et en fait, c'est le premier framework atomique à avoir été créé, bien avant Tailwind. Et le petit truc intéressant, c'est que le créateur de Tailwind, dans un tweet cette année, je crois, a évoqué justement le fait qu'il s'était fortement inspiré d'Atomizer pour créer Tailwind CSS. Donc voilà, avec cette approche atomique. Donc idem, j'ai mis quelques petits chiffres. Tailwind a été créé par Adam Wadan en 2017, mais la première version stable date de 2019. Donc déjà par rapport à Bootstrap, c'est beaucoup plus jeune. Et par contre,
on a quand même 73 000 likes, donc c'est 2 fois moins que Bootstrap, mais en faisant un ratio, vraiment la base d'utilisateurs est énorme. Alors, j'ai récupéré ça de State of CSS, si vous connaissez. Il date de cette année, je crois. Et on se rend compte que depuis 2019, la courbe niveau utilisation est vraiment énorme. Bootstrap se trouve tout en haut, mais vous voyez un petit peu la courbe de Tailwind par rapport aux autres frameworks, c'est assez impressionnant quand même. Donc concrètement, il y a vraiment une hype Tailwind, on ne peut pas se mentir là-dessus. Pour résumer, les frameworks CSS atomiques, pour moi, ont également 2 gros points qui vont être un petit peu contraires par rapport aux frameworks sémantiques. Ils vont s'adresser avant tout aux experts en développement front-end qui désirent concevoir des interfaces web avancées, donc plutôt avec des design systems avancés. Et à partir de là, on pourrait se dire, bon, c'est parfait, au final, quand on commence à faire du développement front, on va pouvoir se positionner, un petit peu en fonction du profil utilisateur. Si par exemple je suis junior, je vais plutôt partir sur du sémantique. Si je suis senior, plutôt sur du atomique, et même en fonction des design systèmes intégrés, on aura une petite idée à peu près sur quoi se diriger. Donc ça reste en théorie, parce qu'en pratique, si vous suivez un petit peu de près ou de loin le développement front, et en particulier le CSS et les frameworks front-end, on se rend compte qu'il y a une grosse guerre entre Tailwind et le reste du monde, entre l'approche utilitaire et le reste du monde, on va dire. Et en général, il y a beaucoup d'arguments. Donc je vous laisse lire quelques tweets. De base, c'était en anglais, je les ai traduits, mais ça vous donne une idée. Et donc, ouais, il y a rarement de gros arguments, mais il y a vraiment les défenseurs de Tailwind en mode Tailwind c'est trop bien, la sémantique c'est nul. Et les autres en mode ouais, mais c'est vraiment moche, Tailwind c'est du style inline. On entend très souvent ce genre de remarques. Et moi, quand je vois ça, je me dis, je vais faire un petit retour vers le passé. Et quand j'ai commencé à faire de l'intégration, donc il y a un peu plus de 15 ans, il n'y avait pas vraiment de méthodologie. On va dire qu'on était plutôt sur une approche chaotique. On faisait en fait de l'intégration par page. Donc typiquement, si on avait une home page à faire, une FAQ, on avait home.css, faq.css, etc. Quelques années après, on a eu une approche qui a un petit peu émergé, notamment grâce à Nicole Sullivan. Donc c'est l'approche orientée objet, qu'on trouve dans plein d'autres langages. Et donc on retrouve ça côté CSS. Et en fait, le but, ça a été vraiment de récupérer certains composants qui étaient dupliqués d'une page à l'autre, pour essayer de factoriser un peu le maximum de choses, et pour avoir au final un CSS plus léger. Donc c'est un peu comme ça que l'approche dite sémantique est apparue. On a commencé à récupérer des composants pour fonctionner en approche un petit peu 100% sémantique. Et pareil, au fur et à mesure, on s'est dit, c'est marrant, dans certains composants, certaines déclarations CSS vont se répéter plusieurs fois. Typiquement, les text line, center, les font size, 12 pixels, ce genre de choses. Et pareil, à un moment, on a eu envie un petit peu d'extraire ces déclarations pour éviter de se répéter, et on en a fait des classes utilitaires. C'est comme ça, en fait, l'approche atomique qu'on connaît maintenant est apparue, en quelque sorte. Et donc, à partir de là, il y a eu 2 branches. Il y a eu la branche 100% sémantique, la branche 100% atomique, sur les exemples qu'on a vus tout à l'heure. Mais entre les deux, moi, quand je vois ça, j'aime bien, en fait, un peu les deux mondes. J'aime bien le meilleur des deux mondes. Et au quotidien, je vais plutôt partir sur une approche que moi, j'ai appelée hybride. Alors, il n'y a pas de terme officiel, mais on est quand même pas mal de développeurs à raisonner de cette façon-là. Et en gros, le principe est plutôt simple. Moi, j'aime beaucoup l'approche sémantique, historique. Donc, de base, je vais partir sur une approche sémantique à hauteur de 70%. En gros, 70%, ça veut dire que dans une page classique, je vais avoir 70% de composants. Et les 30% restants, ça va être pour les classes utilitaires. Les classes utilitaires, ça va être pour moi réservé à un usage répétitif, donc les fameuses déclarations qu'on extrait. Donc typiquement, les marges, la typo, les couleurs, ce genre de choses. Alors j'ai fait un petit exemple pour illustrer un petit peu tout ça. Imaginons maintenant qu'on ait un bouton, donc un composant bouton, dans un conteneur, un div, un paragraphe, peu importe. On a envie de centrer ce bouton, de l'aligner au centre. Avec l'approche hybride, on crée notre bouton de manière sémantique,
On va utiliser une classe utilitaire, en l'occurrence le uTextCenter, pour aligner ce bouton. On veut l'aligner à droite, même principe, uTextWrite. Si on reprend cet exemple-là, et cette fois-ci, on se dit, j'aimerais que ce bouton prenne 100% de largeur par rapport au conteneur. Donc on a plusieurs façons de faire. La méthode classique, ça va être de créer un modificateur de classe. Donc là, c'est une sémantique, une méthodologie BEM, pour ceux qui connaissent, mais là, ce n'est pas très important. Donc en gros, on va avoir notre bouton, on va créer un modificateur de ce bouton, en l'occurrence cbtn-full, et on va lui ajouter une déclaration with 100%. Jusque-là, ça fonctionne. Imaginons sur une autre page, on ait le même bouton, par contre, il doit prendre 50% de l'espace. Donc on va de nouveau faire un modificateur de ce bouton avec un with 50%, etc., etc. Et là, on se rend compte que finalement, on a écrit on a dupliqué, on a fait 3 modificateurs de ce bouton juste pour ajouter un with 50, with 100, alors qu'en réalité, la méthode la plus simple, ce serait d'utiliser une classe utilitaire pour ça. On a notre bouton, on rajoute une classe utilitaire uWFull qui correspond à la déclaration with 100%, on a notre bouton qui est étendu. Idem pour le 50, idem pour le 75. Et l'avantage de ça, c'est que les classes utilitaires, elles peuvent être réutilisées partout dans le projet. Donc on n'est pas limité à un bouton. On peut faire ça sur n'importe quel composant. Ça, c'est top. Niveau perf, ça, c'est vraiment bien. Donc, personnellement, l'approche hybride, entre guillemets, je l'utilise depuis 4-5 ans. Et elle me plaît bien. J'ai fait quand même, je sais pas, peut-être une vingtaine de projets avec cette approche-là, des projets pro, et vraiment, ça fonctionne bien. Je suis plutôt content de la méthodologie. Par contre, pour les frameworks CSS, j'ai jamais été satisfait à 100%. Parce que naturellement, en fait, je vais me diriger sur des frameworks de type sémantique, puisque j'utilise une approche sémantique. Mais concernant Bootstrap, ils vont me fournir par défaut des composants d'interface. Moi, ça ne me plaît pas. Je n'ai pas envie de les utiliser, parce que j'ai un profil d'expert en CSS. Et donc, ça ne m'a jamais plu à 100%. C'est pour ça que finalement, il y a 2-3 ans, je me suis dit, OK, je vais essayer de remettre un petit peu à plat l'utilisation de mes frameworks. Et à l'époque, il y avait l'apparition de Tailwind CSS, et tout le monde m'en parlait. Donc c'était vraiment la hype Tailwind, il faut que tu utilises ça, c'est trop bien. Donc j'ai pris un peu de recul et je me suis dit, pourquoi pas? Et à partir de ce moment, j'ai voulu définir mes besoins, véritablement pour savoir quel type de framework pourrait me correspondre. Donc j'ai défini 3 besoins. Le premier besoin, pour moi, c'est d'être 100% libre dans la création et la personnalisation de mes composants d'interface. Donc tout simplement parce que j'ai un profil d'expert en CSS et que je n'ai pas envie de récupérer des composants préfabriqués. Ça ne m'intéresse pas. Mon deuxième besoin, ça va être de disposer d'un générateur de classes utilitaires performant et entièrement personnalisable. Ça va être pour répondre finalement à mes 30%, c'est-à-dire que je veux pouvoir avoir à ma disposition un échantillon de classes utilitaires naturellement responsives, que je puisse instancier facilement, etc., etc., sans me prendre la tête. Je veux que la configuration soit simple, en gros. Et mon troisième besoin, ça va être de pouvoir, idéalement, écrire du CSS natif, donc du vanilla CSS. Donc en gros, j'aimerais me défaire des préprocesseurs de type SAS ou LESS, même si LESS est un peu moins utilisé maintenant. Pourquoi? Parce qu'en fait, je considère que maintenant, le CSS natif nous apporte quasiment autant que les préprocesseurs à l'époque. On a des variables en CSS nativement, on peut commencer à faire du nesting. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui font que le CSS natif, pour moi, c'est sur quoi on doit aller, clairement. Donc, j'ai défini mes 3 besoins, donc je suis content. Ensuite, la deuxième étape, ça a été de me faire un tableau. Donc, c'était dans ma tête, mais là, pour la conf, c'est un peu plus simple avec un vrai tableau, où j'ai pris les 2 gros acteurs, Bootstrap pour la partie sémantique, Tailwind pour la partie utilitaire. Et donc, pour le premier besoin, la liberté dans la création et la personnalisation des composants d'interface, bah là, il n'y a pas vraiment match. Tailwind va l'emporter. La raison est simple, on l'a dit, Tailwind ne va rien embarquer par défaut comme composant. Bootstrap, il y a une panoplie de composants, et moi, ça ne va pas m'intéresser. Donc là, Tailwind marque un point. Pour le générateur de classe utilitaire, pareil, il n'y a pas photo. Tailwind a été créé pour ça.
Avec Bootstrap, il est possible de générer des classes utilitaires, mais d'expérience, c'est un peu plus complexe. On est obligé de switcher un peu entre différents fichiers. Il y a une API avec Bootstrap pour générer des classes utilitaires, mais c'est beaucoup moins flexible par rapport à Tailwind. Et enfin, pour le CSS natif, bah, une fois de plus, Tailwind va l'emporter, parce que par défaut, Tailwind n'embarque pas de préprocesseur, alors que Bootstrap, si vous l'utilisez un petit peu au quotidien, il va embarquer par défaut Sass, tout simplement. Donc si on veut utiliser Bootstrap sans Sass, c'est impossible, parce que la configuration en elle-même, c'est du Sass. Donc, quand j'ai vu ce tableau la première fois, je me suis dit, enfin j'étais hyper surpris en vrai, parce que de base, j'étais vraiment parti dans un mode, ouais, Tailwind, ça ne va pas me correspondre. Et au final, bizarrement, ça coche tous les points. Donc plutôt intéressant. Donc c'est un peu, au final, comment j'ai testé Tailwind. C'est pour ça que j'ai testé Tailwind finalement en approche sémantique. Et là, on a un petit paradoxe, parce qu'on a dit que Tailwind, c'était l'utility first. Mais moi, en fait, j'aime bien l'approche sémantique, mais Tailwind a l'air de correspondre à mes besoins. Voilà, donc c'est plutôt rigolo. Donc j'étais plutôt parti dans une optique, OK, on va tester. Et on va attaquer le chapitre 2, qui concerne spécifiquement Tailwind CSS. Et c'est parti. Alors, quand vous commencez à utiliser un nouvel outil, un nouveau framework, n'importe quoi, je vous conseille de lire la documentation, c'est important. Et quand j'ai commencé à lire un petit peu la documentation de Tailwind, c'était plutôt rigolo parce que Adam nous fait une petite citation dès le début, dans les premiers paragraphes. Et en gros, donc c'est en anglais, je l'ai traduit, alors je vais vous le lire. Il nous dit que, je parie que vous vous dites, c'est une atrocité, quelle pagaille, et vous avez raison, c'est plutôt moche. À vrai dire, il est pratiquement impossible de penser que c'est une bonne idée la première fois que vous voyez ça. Donc là, en gros, il est en train de nous dire, bah, l'approche utilitaire, c'est vraiment crado, quoi. C'est quand même marrant parce que cette personne a créé Tailwind, justement. Donc après, je ne sais pas si niveau marketing commercial, il a fait des études dans ce sens-là, mais en tout cas, il nous vend très très bien son produit de base. Hein. Donc ça donne envie quand même. Donc je me suis dit, OK, c'est pas grave, on va y aller, on est motivé. Et pareil, je continue à lire un petit peu la doc. Et en fait, moi, ce que j'attends aussi avant tout d'un framework utilitaire, c'est d'avoir une bonne nomenclature. Je veux que ce soit carré, typiquement. Et je tombe de nouveau sur une citation d'Adam qui nous dit « De nombreuses classes utilitaires partagent un espace de nommage commun, mais correspondant à différentes propriétés CSS. » Voilà, c'est ballot. Il nous donne un exemple. Par exemple, text-lg et text-black partagent tous les deux l'espace de nommage text-, mais le premier concerne la taille de la fonte et le deuxième la couleur. Donc typiquement, moi j'aime bien nommer mes classes un peu avec des primary, secondary. Donc typiquement pour la couleur, j'ai envie de faire un text primary et pour la fonte, j'ai peut-être aussi envie de faire un text primary. Bah, si je fais ça, ça va me générer deux blocs de déclaration CSS, donc on a un conflit. Pareil, je trouve ça un petit peu dommage. Donc après, il n'y a pas beaucoup de propriétés comme ça, mais en tout cas, ça existe, il en est conscient. Donc peut-être que dans des versions majeures, ça sera corrigé, mais pour l'instant, en tout cas, il y a des bugs de ce point de vue-là. Donc pareil, je me suis dit, OK, mes collègues me disent que Tailwind, c'est trop bien, bah, je vais quand même tester, on va continuer là-dessus, quoi. Donc première étape, l'installation. Donc là, si vous êtes un petit peu familier avec Node.js, NPM, Yarn et compagnie, ça va être une installation classique, pardon. Donc on va faire un npm install de Tailwind CSS. Et là, en l'occurrence, pour mes projets un petit peu de type Symfony, je vais aussi installer PostCSS. En fait, ça va me permettre d'installer Tailwind en tant que plugin, tout simplement. Et je vais également installer Autopréfixeur. Donc Autopréfixeur, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, ça va permettre en fait d'autopréfixer automatiquement les propriétés CSS en fonction du support navigateur, tout simplement. Je vais juste reprendre un petit peu d'eau. Et la deuxième étape qui n'est pas obligatoire, c'est de faire un npx Tailwind CSS init. En fait, ça va juste créer
un fichier de configuration propre à Tailwind. On va le voir juste après. Donc une fois qu'on a fait l'install, on va créer un fichier JS qui s'appelle postcss.config.js. Et là, on va lister en fait les différents plugins qu'on va utiliser. Donc en l'occurrence, on les a vus, on aura Tailwind CSS et autopréfixeur. À partir de là, on a créé le fichier, on n'y touchera quasiment plus jamais, sauf configuration avancée, mais globalement, ça ira. Et enfin, ce qui nous intéresse plus particulièrement, ça va être le fichier de configuration de Tailwind. Donc en gros, c'est le cœur de Tailwind. C'est vraiment, on va voir juste après, donc c'est avec le fameux npx install. Donc la première étape, donc le fichier s'appelle tailwind.config.js, c'est aussi un fichier JS. Ça va être de renseigner l'ensemble des templates correspondant au projet. Donc pareil, sur des projets Symfony, on va naturellement avoir des fichiers Twig, HTML, JS, qui peuvent potentiellement contenir des classes. Voilà, c'est ça le principe. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que quand on va installer Tailwind CSS, par défaut, il va embarquer Purge CSS. Donc Purge CSS, ça va être tout simplement, c'est un outil génial, comme son nom l'indique, ça va supprimer en fait toutes les classes utilitaires, enfin toutes les classes, pardon, qui ne sont pas renseignées dans les templates qu'on a mis dans le content. Donc en gros, pour la production et lors de la compilation du CSS, toutes les classes non utilisées vont être supprimées. Donc pareil, niveau perf, c'est vachement bien. Et il faut savoir aussi, alors Purge CSS peut être utilisé en dehors de Tailwind, mais en tout cas, il se marie très bien à l'écosystème de Tailwind. Et une fois qu'on a fait ça, on va enfin pouvoir renseigner le thème. Donc en gros, on va recevoir une maquette sur du Figma ou autre, et notre but, ça va être de transférer toute la partie design en code, en définissant un thème. Donc le thème, il va se déclarer tout simplement avec un thème de points, donc c'est un objet JS, avec plein de propriétés. Donc là, j'ai mis des propriétés classiques, on va trouver par exemple des couleurs, des valeurs d'espacement, donc avec le spacing, de la typographie, avec du font size, etc. etc. Il faut savoir qu'on peut mettre plein de propriétés, il y a quasiment autant de propriétés que de classes utilitaires existantes, donc le fichier peut être assez énorme. Mais en gros, le but, c'est de reproduire le design system en JS avec un thème. Donc, une fois qu'on a fait ça, alors en fait, hop, je reviens là. Le but du thème, ça va être de générer, en fait, Tailwind va parser cet objet pour générer les classes utilitaires. Donc, en valeur de sortie, là par exemple, si on prend la valeur de spacing SM à 1.6, Tailwind va générer toutes les classes utilitaires avec la clé et la valeur. Donc là, on va avoir par exemple un nt-sm qui va correspondre à un margin top de 1.6, etc., etc. Donc il va nous générer des centaines de classes grâce à ce fichier de config. Donc c'est vraiment le cœur de Tailwind. Donc une fois qu'on a fait ça, on va se dire, bon bah très bien, donc là on a créé notre projet, on a configuré notre thème, donc notre premier exercice, ça va être finalement de créer notre premier composant d'interface. Alors, on va créer un bouton, parce que le composant bouton, c'est trop bien. Je commence toujours par un bouton quand je fais de l'inté. Et il y a deux façons de faire. On va pouvoir le créer en approche atomique, comme voudrait finalement Tailwind. Donc, c'est-à-dire en mettant plein de petites classes utilitaires pour créer le bouton. Mais moi, ce qui m'intéresse, ça va être de le créer en approche sémantique. Donc moi, je veux créer une classe btn ou .button, par exemple. Et là, le but du jeu, ça va être de se dire, est-ce que Tailwind nous permet de faire ça? Donc je spoil, la réponse est oui, sinon je n'aurais pas fait la conf. Mais oui, on peut le faire. Et il y a deux façons de faire. Enfin, trois façons. La première, c'est d'utiliser la directive apply. Donc la directive apply, qu'est-ce que c'est? Ça va nous permettre d'intégrer des classes utilitaires dans des composants personnalisés. Donc un exemple très simple. Vous vous rappelez du bouton qu'on a vu juste avant et toutes les classes? Le principe, ça va être de prendre ces classes-là et de les mettre en CSS. Donc le apply, c'est un peu l'équivalent des mixins en SAS, pour ceux qui connaissent. Donc ça va nous générer, en valeur de sortie, du CSS natif, avec les padding top, padding bottom, en fonction du fichier de config qu'on a renseigné. Donc ça marche bien. Mais quand je vois ce code-là, alors je me dis, OK, j'ai réussi à créer mon composant. Par contre, derrière, mon troisième point dans mes besoins, je suis très loin du CSS natif en vrai, là. Il n'y a même quasiment rien à voir avec du CSS.
Donc, on va dire que ça me plaît moyen quand même. Alors, ça tombe bien parce que Tailwind propose une deuxième solution, c'est la fonction thème. Donc, la fonction thème, ça va nous permettre d'accéder aux valeurs renseignées dans le fichier de config de Tailwind. Donc, un exemple. En fait, le thème, ça va parser l'objet JS en fonction des clés, et ça va nous retourner une valeur qu'on a renseignée. Donc c'est un peu l'équivalent, pareil si je reprends l'exemple de SAS, du map.get. Voilà, c'est un peu la même idée. Donc en valeur de sortie, ça va nous générer à peu de choses près le code qu'on a vu tout à l'heure, savoir les paddings, etc. Mais si je reviens sur ce bout de code, donc là pareil, moi ça me plaît un peu mieux par rapport à Apply. Par contre, je suis encore très loin du CSS natif, enfin très loin. Je me rapproche un petit peu, hein. On voit qu'on commence à écrire des propriétés, ça commence à être bien quand même, mais on a une fonction thème qui n'est pas standard, c'est propre à Tailwind. Du coup, pareil, je suis un peu mitigé. Par contre, si vous faites un petit peu de CSS, peut-être que ça vous fait penser à quelque chose, ça. En réalité, moi, ce que j'aimerais faire, quand je vois ce code-là, j'ai pensé tout de suite, c'est je me dis, j'aimerais bien remplacer le mot-clé thème par un petit var. Le var, c'est pas mal. Et c'est là, on va dire bonjour aux variables CSS. Alors en anglais, on va trouver le terme de custom properties. On en a un peu parlé tout à l'heure, je crois. Et en fait, donc en gros, ça correspond au var. C'est comme les variables JS pour résumer, hein, grossièrement. Hein. Mais pour déclarer une variable CSS, on va faire un tiret-tiret, la clé, deux points, la valeur. Pour utiliser une variable CSS, on va mettre la propriété deux points, var, donc une fonction var, la clé. Donc en gros, ça va nous retourner la valeur, même principe. Donc là, c'est du CSS natif, ça. Donc c'est quand même top. Donc, si on reprend l'exemple juste avant, moi, idéalement, ce que j'aimerais écrire, c'est ça. Et là, on se rend compte que c'est quasiment pareil. Hein. Sauf que là, ce code-là, il est complètement natif. Et là, je commence à être content. Parce que moi, c'est ça dont j'ai envie. Donc là, je suis content, j'utilise des variables CSS. Par contre, je me dis, ouais, mais le spacing SM, à un moment, il va falloir que je le déclare quelque part. Parce que pour l'instant, ce code ne fonctionnera pas. Et j'aimerais que tous mes composants héritent de ces valeurs-là. Donc ça tombe bien parce qu'en CSS, le CSS, c'est vraiment un super langage, hein, je vous assure. On peut déclarer une pseudo-classe, .root, et en fait, le but de cette pseudo-classe, ça va être de cibler la racine du document. Donc un petit exemple, on va déclarer un .root, et en fait, vous vous rappelez du fichier de config en JS, on va déporter la logique vers le CSS. Donc en gros, notre design system va se retrouver cette fois-ci dans le root, et on va déclarer de manière globale l'ensemble des variables CSS, tout simplement. Donc là, c'est parfait, parce que finalement, maintenant, mon bouton va hériter, et tous mes composants par la suite vont hériter des valeurs qu'on aura définies dans root. Et là, vous allez peut-être me dire, bah, je suis un escroc, parce que Tailwind, au final, on ne l'utilise plus du tout, là. Bah, c'est vrai. Alors, en fait, le fichier de config ne sert plus à rien. Donc en fait, oui, c'est vrai. Mais idéalement, je me dis, j'aimerais bien que le fichier de config hérite également des valeurs qu'on a renseignées dans root. Ce serait idéal pour que mes classes utilitaires par la suite héritent de ces valeurs. Alors est-ce qu'on peut faire ça? La réponse est oui. Et donc il y a une petite astuce. Alors j'ai mis le grand détournement, mais en vérité, dans la doc officielle de Tailwind, à un moment, Adam nous en parle, justement. Et la petite astuce, si on reprend le fichier de config qu'on avait défini tout à l'heure, on a nos clés avec nos valeurs, et en fait, on peut tout simplement faire quelque chose comme ça. On va, en réalité, au lieu de mettre les valeurs, on va récupérer les valeurs qu'on a définies dans root, tout simplement. Et donc là, la magie s'opère. Toutes les classes utilitaires qui vont être générées vont hériter. Enfin, toutes les valeurs vont hériter des variables CSS qu'on a définies de manière globale dans root. Et ça marche super bien. Ça, c'est top. Donc, je vais tester durant 2 ans. J'utilise un peu cette méthode. Et oui, c'est pas idéal. Ça fonctionne très bien, mais c'est pas idéal. Pourquoi? Parce qu'on a quand même à un moment un petit peu deux sources de vérité. C'est-à-dire qu'on a le fichier de config et le fichier CSS qui contient root.
Donc si demain on a envie d'ajouter une petite marge avec une nouvelle valeur, on va être obligé de l'ajouter dans le fichier de config en JS et dans route. Donc ce n'est pas idéal, je suis d'accord. Mais sincèrement, une fois qu'on a fait ça, notre projet est hyper carré et on peut faire du CSS natif partout. Ça, c'est bien. Donc, un petit bilan. Après 2 années passées avec Tailwind, moi, j'ai vraiment noté pas mal d'avantages. Notamment le fichier de config en JS, que je trouve hyper bien fait, il est flexible, hyper personnalisable. Et concrètement, c'est un super générateur de classes utilitaires. Moi, je l'utilise vraiment pour ça, en vrai. Il est performant, modulable, ça veut dire que typiquement les classes utilitaires par défaut vont être réactives, donc le terme en anglais c'est responsive. Donc si je fais par exemple un UD none pour un display none, je peux rajouter par exemple en mobile, en tablette ou en desktop, et ça marchera tout de suite. Je peux mettre également des états différents, par exemple je veux instancier une classe uniquement sur le hover ou le focus, ça va fonctionner nativement, donc ça c'est top. Le troisième point, ça va me concerner plus particulièrement, c'est qu'en réalité, avec cette méthode, je peux créer mes propres composants d'interface en approche sémantique avec du CSS natif en utilisant Tailwind. Ça, c'est bien. Donc merci aux variables CSS. Hein. Je vous conseille les variables CSS, pareil, c'est une super feature. Trop bien. Et un autre avantage, le code CSS généré globalement va être stable grâce à l'approche un peu utilitaire, donc sur les 30%. Et Pure CSS va également permettre de nettoyer toutes les classes non utilisées. Donc globalement, sur les projets où j'ai utilisé Tailwind, le CSS est quand même beaucoup plus léger par rapport aux projets de type Bootstrap et autres. Et un point aussi qui est très important, c'est que vraiment l'écosystème, je le trouve très riche. C'est-à-dire que la doc est hyper détaillée. Alors c'est en anglais, mais c'est que des termes techniques, donc concrètement, ça se lit quand même bien. Et j'ai noté quand même un truc assez rigolo, c'est qu'il y a d'autres frameworks qui se basent sur Tailwind, qui vont apporter des bibliothèques, qui sont en fait des bibliothèques de composants. Donc typiquement Daisy UI, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un petit peu à l'image de Bootstrap. Et en fait, c'est un peu le serpent quand même qui se mord la queue, au final. Parce qu'on utilise Tailwind, qui normalement devrait être utilisé en approche atomique. On se rend compte que finalement, ça ne répond pas forcément à tous les besoins. Du coup, on va avoir un Daisy UI qui va fournir des composants préfabriqués en utilisant Tailwind. OK. Mais par contre, je trouve qu'il y a quand même des avantages à ça. C'est qu'on va avoir la puissance de Tailwind pour le générateur de classes utilitaires en utilisant des composants préfabriqués. Donc pour des développeurs, on va dire juniors, ça peut être intéressant. Et enfin, pour les inconvénients, alors moi j'en ai noté 2. Alors le premier qui m'embête beaucoup, c'est la nomenclature. Je trouve ça hyper paradoxal pour un framework qui est censé être très carré là-dessus. Je trouve que c'est pas très propre, concrètement. Par exemple, la propriété CSS Color, moi si je veux modifier une couleur, j'aurais bien aimé avoir une classe utilitaire color-. Non, avec Tailwind, c'est text-. Ça, j'avoue, je ne comprends pas trop pourquoi c'était fait de cette manière-là. Mais voilà, il y a des petits trucs qui me perturbent, donc peut-être que dans des versions majeures, ça sera plus simple. Enfin, ça sera résolu. Et enfin, le deuxième point, pour moi, c'est l'impossibilité actuellement d'exposer automatiquement les variables JS en CSS. Idéalement, si ça pouvait être automatisé, vraiment, Tailwind, pour moi, ce serait un peu un must-have. Et donc, c'est quand même rigolo parce qu'il y a 2 ans et demi, un peu plus de 3 ans, j'étais hyper réticent à utiliser Tailwind. Vraiment, pour moi, c'était une aberration, ce framework. Je détestais ça. Et au final, aujourd'hui, je fais une conf sur Tailwind CSS en vous disant c'est quand même pas mal. Donc, comme quoi, on peut changer d'avis. C'est intéressant. Et pour conclure, je vous ai mis juste un petit résumé de ce qu'on s'est dit un petit peu durant cette conf. Donc, les frameworks CSS sémantiques, ça reste mon point de vue, mais vraiment, je pense que c'est comme ça. Mais donc, ça se base sur une approche dite sémantique, par composant d'interface. Et pour moi, en fait, c'est plutôt accessible et c'est idéal pour concevoir des interfaces plutôt basiques, type Bootstrap, Semantic UI, etc. Les frameworks atomiques, ça se base sur une approche utilitaire, atomique, utility first, et donc par classe utilitaire. Et pour moi, ils requièrent davantage d'expertise en CSS et sont idéales pour concevoir des interfaces web plutôt avancées. Donc on a du Tailwind, on a du UNO CSS, Sections, etc. L'approche hybride, c'est ce que j'utilise. C'est un peu le meilleur des deux mondes selon moi. Donc c'est une approche sémantique à hauteur de 70%, on dirait une recette de cuisine, c'est un petit peu ça. Avec une utilisation conjointe de classes utilitaires, donc le reste, 30%,
qui sont réservés à un usage répétitif. Et enfin, pour Tailwind CSS, pour moi, alors, pas pour moi, c'est un framework CSS qui est avant tout conçu pour une approche atomique, mais on l'a vu, en fait, c'est exploitable en approche dite hybride, en partant sur une approche sémantique. Donc, merci encore aux variables CSS pour nous permettre de faire ça. Et je crois qu'on a terminé. Donc, je vous remercie. Je ne sais pas si on a le temps pour les questions. On va avoir 2 minutes pour les questions. S'il y en a, levez bien la main. J'arrive. Merci beaucoup. J'ai pas tout à fait compris. Alors j'ai bien compris que tu privilégiais vraiment l'écriture du CSS natif. Et du coup, quand tu parlais de passer des variables CSS plutôt que ce que permet de faire Tailwind. Le ply, ouais. J'ai pas compris pourquoi est-ce que c'était important pour toi à ce point, quels étaient les bénéfices, parce que d'un point de vue lisibilité, j'ai l'impression qu'on s'y retrouve presque. Mais, tout simplement parce que moi je considère que le natif, les standards, c'est plutôt la voie sur laquelle on devrait aller, plutôt que d'être dépendant de framework. Typiquement, demain, si Tailwind part dans une direction qui ne me plaise pas, je vais avoir envie de me détacher de Tailwind, alors que là, en fait, la solution qu'on utilise, c'est presque quasiment natif. C'est-à-dire que demain, si on change de framework, le CSS qu'on a déjà écrit, il fonctionnera toujours en fait. Donc pour moi, c'est un argument qui est assez important là-dessus. Donc privilégier le côté standard. Les standards, c'est comme jQuery et JS, quoi. On a vu un petit peu comment ça s'était passé sur la fin. Mais, On a le temps pour une dernière question. Bougez bien la main si vous êtes en train de lever le doigt pour rien. Ouais, j'arrive. J'aurais une petite question, est-ce qu'il y aurait une possibilité, par exemple, de définir nos variables au lieu de le faire dans le root, mais directement dans le fichier de configuration de Tailwind? Alors pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est pas possible de faire comme ça. Et en fait, le truc qui est dommage, c'est concrètement, je pense que, en fait, il y a eu déjà des commentaires il y a quelques années, des personnes, j'étais pas tout seul à vouloir en fait automatiser un fichier root pour pouvoir l'exploiter en CSS. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas eu d'avancée là-dessus parce que, alors je pense, je suis pas sûr, mais je pense que le créateur de Tailwind, son optique, c'est vraiment de fonctionner en approche utilitaire. Et du coup, il pousse pas vraiment dans le sens à vouloir utiliser des variables CSS pour créer des composants par la suite. Et je trouve ça un peu dommage, surtout que je pense qu'au niveau fonctionnalité, ça ne doit pas être très compliqué de faire ça. Concrètement, de transférer la partie JS en CSS, ça doit être assez simple à faire, je pense. Mais en tout cas, non, pour répondre à ta question, non, actuellement, on ne peut pas définir ça directement dans le fichier de config JS. Je regarde s'il y a une dernière question, sinon on va couper. Question rapide, réponse rapide. Très bien. Oui. Bonsoir. Bonjour. Merci pour la conf. Je voulais savoir, tu nous as montré du CSS, c'est généré par une commande NPX à la fin ou ça reste du CSS à la volée? Non, le NPX, ça vraiment. Le NPX, ça permet juste de créer le fichier de config, tout simplement. Et ensuite, moi, sur les projets de type Symfony, on va utiliser avec Webpack encore, par exemple, on va générer directement la compilation des assets. Donc le NPX, ça n'a aucun rapport avec ça, en tout cas. Ok, merci. De rien. Et merci pour ta présentation. Merci à vous.